Nous sommes aujourd'hui au chapitre 9, 13 tonneaux à la dérive. Voilà, 13 tonneaux à la dérive. Que se passe-t-il dans ce chapitre? Les elfes sylvains... Bon, voilà. Bon, d'abord. Chapitre précédent, il y avait eu le passage avec les araignées, la forêt bizarre, on est en féerie. Ce qui se passe ici, c'est que... voilà, Bilbo a sauvé les nains des araignées. Et là, en fait, les elfes sylvains leur tombent dessus. Bilbo arrive, grâce à l'anneau, à se cacher. Et les elfes sylvains emmènent la compagnie, sauf Bilbo, qui les suit, chez Thranduil. Il y reste plusieurs... Enfin, je dis Thranduil parce que voilà, vous avez l'habitude que ce soit Thranduil maintenant. Mais à l'époque de la sortie du Hobbit, c'est le roi elfe, hein, c'est le roi des elfes. On n'a pas d'autres indications, il n'a pas de nom. Rien du tout. C'est le roi des elfes. En fait, donc, dans le livre, il n'est pas marqué Thranduil. Voilà. On se retrouve donc là... Oui, Tom, on en a parlé. On en a parlé quand on était au chapitre 5. On a fait beaucoup de comparaisons. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Bilbo arrive à... Voilà, à libérer après 2 semaines quasi, je pense, d'enfermement pour les nains. Il arrive à faire sortir les nains, les mettre dans les tonneaux qui partent en direction de Lac-Ville, Bourg-en-Lac, Esgaroth. Voilà. C'est grosso modo ce que vous voyez dans les films pour la grande ligne directrice, si ce n'est que, évidemment, pas de Legolas, pas de Tauriel, Thranduil dit juste 2-3 mots et c'est tout, quoi. Voilà, c'est très rapide. Hein. Voilà. Ok. Donc, le chapitre 9 se déroule quasiment entièrement dans le domaine du roi des elfes, qui est dans Mirkwood, donc Forêt Noire ou Grande Peur. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au chapitre précédent, on a examiné la magie elfique qui était à l'œuvre dans la forêt. Vous savez, la magie un peu du domaine de la féerie, avec notamment l'effet qu'il y a eu sur Bombur, sur Bilbo, et notamment aussi sur Thorin. Voilà, vous savez, Bombur est tombé dans l'eau, sommeil, oubli, etc. Bonsoir, Gaël. Bref. Les elfes ne sont pas à considérer comme un danger, même si c'est une rencontre assez troublante. Les elfes ne sont pas sinistres dans la description qui sont faites. On a des elfes qui festoient, les elfes qui sont magnifiques, parés de pierres précieuses et de fleurs. Ils ont des cheveux brillants entrelacés de fleurs, des pierres précieuses vertes et blanches qui scintillent à leur col et à leur ceinture. Voilà. Et surtout, les elfes ils chantent des chants pleins de joie, avec une voix forte, claire et belle. Donc en fait, on a quand même cette impression d'étrangeté autour des elfes, mais leur chant et leur rire, ça nous rappelle quand même les elfes qu'on a rencontrés quelques chapitres auparavant à Imladris avec Elrond. Les elfes peuvent être dangereux, certes, mais les elfes sont aussi beaux et joyeux. Ici, ce qu'on a, c'est que les elfes qu'on a rencontrés à Imladris, pour ceux qui se rappellent de ce chapitre-là, dans le chapitre Une brève halte, on a vraiment des elfes qui rigolent et qui prennent plaisir au monde qui les entoure, en fait. Et là, dans la description des elfes sylvains qui est faite, donc des elfes qui sont à la solde du roi des elfes, on a vraiment un lien avec la nature qui est souligné. Déjà, le simple fait d'être appelé des elfes sylvains, ça aide beaucoup. Ça témoigne d'une relation forte avec la forêt, dont la majorité des elfes sont nés dans cette forêt. Et la description du roi des elfes illustre encore plus ce lien. Il
ne porte pas une couronne d'or ni d'argent. On nous dit que parce qu'on est en automne, il arbore une couronne avec des baies et des feuilles rouges, alors qu'au printemps, les arbres sont en fleurs. Il est orné d'une couronne avec des fleurs des bois. Il n'a pas un sceptre qui est orné de joyaux. Il a un bâton de chêne sculpté. Les symboles de l'autorité de Thranduil, c'est vraiment la vie dans son royaume forestier. Donc en fait, les elfes qui sont dans cette forêt sont plus proches de la nature et de la terre que vraiment les elfes de Faucombe, on est d'accord. Mais ils sont de fait moins nobles et finalement moins anciens. Parce que rappelez-vous, Elrond, il est noble, fort, sage, bon, mais il est surtout lié au récit héroïque antérieur au commencement de l'histoire. Alors, le roi des elfes est peut-être le seigneur d'une terre magique, mais il ne semble pas aussi ancien qu'Elrond en fait. Il ne peut que se comparer au seigneur elfe d'autrefois. Le narrateur, dans le Hobbit, précise que les elfes sylvains sont un peuple différent des hauts elfes de l'Ouest, auxquels Elrond et son peuple sont apparentés. Voilà. Évidemment, vous le savez, les hauts elfes de l'Ouest sont des elfes qui ont vu, pour une grande majorité, ou en tout cas descendent vraiment des familles de Valinor, ce qui n'est pas le cas des elfes les elfes sylvains. Ils ne connaissent pas ça. Les elfes sylvains, c'est quand vous lisez le Silmarillion, vous le savez, ou quand vous connaissez l'histoire du peuple Nandor, ou même des elfes Sindar, vous savez qu'ils n'ont pas vécu ça. Donc en fait, les elfes sylvains, ce sont des elfes qui aiment la terre du milieu et qui s'attardent au crépuscule de notre soleil et de notre lune. Tolkien nous donne un bref aperçu ici de l'histoire des elfes, mais on comprend très bien que les elfes sylvains sont étroitement liés à leur royaume forestier et qu'ils ne l'ont jamais abandonné. Les elfes sylvains, même si on pourrait penser qu'ils sont dangereux, comme on a vu un peu avant, ça reste quand même des bonnes gens. Mais le narrateur nous prévient que s'ils ont un défaut, c'est leur méfiance envers les étrangers. Et Tagazu Sauvage, merci beaucoup pour le follow. Et qu'ils sont aussi plus dangereux et moins sages que les hauts elfes du peuple d'Elrond. Alors, si l'on compare l'accueil réservé à Bilbo et aux nains entre les deux royaumes elfiques ici qu'ils visitent, on peut dire que les elfes sylvains sont plus dangereux car moins sages et moins instruits que leurs cousins elfes de la maison d'Elrond. Parce que oui, les elfes de Faucombe paraissent frivoles, mais ils sont beaucoup plus savants. Et d'une certaine manière, les elfes aussi chez Elrond sont au courant, en fait. Ils savent déjà tout de Bilbo, de ses compagnons et de leur quête. Ils les taquinent justement autour de cette quête et se moquent d'eux, en fait. Ils les aident quand même, mais voilà. Alors qu'ici, le roi des elfes, il ignore tout. Il n'est pas au courant, et ni de leur but, ni de qui ils sont. Il explique clairement que les elfes des bois ont simplement mal interprété l'approche des nains dans l'obscurité la nuit précédente, croyant qu'ils cherchaient à attaquer son peuple lors de leur réjouissance. Finalement, si les elfes des bois étaient plus savants, faisant preuve de plus de sagesse et en tout cas de moins de suspicion, il n'y aurait eu aucune raison d'emprisonner Thorin et les autres. Voilà. C'est des sauvages. Des sauvages. Des sauvages. Voilà, pour ceux qui aiment Pocahontas. Mais surtout,
Le roi des elfes, il a une faiblesse, et elle deviendra importante plus tard dans l'histoire, c'est qu'il adore les trésors, et il souhaite accroître son trésor personnel. Finalement, le désir des belles choses n'est pas si terrible en soi, mais le roi des elfes, il affectionne particulièrement les pierres argentées et blanches. Les elfes des bois semblent alors se délecter de beauté du monde naturel. Pourquoi ne savouraient-ils pas les pierres précieuses scintillantes des profondeurs de la terre, autant que les fleurs parfumées qu'on peut trouver dans les hauteurs? Le roi des elfes vit dans une grotte, parce que oui, c'est vraiment une grotte, et siège dans une grande salle aux piliers taillés dans la pierre vivante. Mais le fait que le roi des elfes ait un amour pour les trésors, c'est une faiblesse potentiellement dangereuse. Le narrateur nous dit qu'il en était toujours avide car il ne possédait pas encore un trésor aussi important que les autres seigneurs elfes d'autrefois. Alors là, je pense que certains ont bien compris à quoi il faisait sans doute allusion à ce moment-là, même si de base le Hobbit n'était pas censé être lié à la mythologie. Mais oui. L'alter ego d'une certaine façon du roi des elfes, c'est Thingol. Et Thingol convoite un Silmaril. Et on a vraiment ça, cette répercussion très forte. Donc en fait, le roi des elfes désire accroître son trésor non seulement par appréciation des belles choses, mais aussi pour accroître sa réputation et son statut, pour être à sa place parmi les rois elfiques des légendes anciennes. Il est motivé donc par cet orgueil, et un orgueil qui pourrait aussi peut-être influencer sa décision de retenir Thorin et sa compagnie en captivité. Malgré leurs défauts, les elfes des bois sont quand même assez reconnaissables. Ce sont de bonnes personnes, néanmoins. Les elfes des bois pourraient bien s'emparer, voilà, capturer en tout cas Thorin et les autres et les entraîner dans les geôles souterraines. Mais le narrateur tient à préciser que ça ne les rend quand même pas semblables aux gobelins. Voilà, le narrateur nous dit qu'ils n'étaient pas des gobelins et se comportaient raisonnablement bien, même envers leurs pires ennemis lorsqu'ils les capturaient. Et surtout, on l'a fait à chaque chapitre, les chants des elfes des bois nous invitent aussi, poétiquement, à comparer leurs chants aux méchants gobelins. On a 2 chansons différentes dans le chapitre du Hobbit, ici. On en a un petit et puis un beaucoup plus grand. Donc, on va commencer par le petit poème. Donc, c'est la petite chanson que les serviteurs elfiques chantent au tonneau lorsqu'ils les jettent dans la rivière par la trappe. Ils leur disent « Roule, 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 les tonneaux déboulent, oïs, flic et floc, dans l'eau s'entrechoquent. » Cette chanson, elle est pas grande, c'est juste un bout de rime, c'est joyeux, un petit peu foufou, quoi. Ça ressemble très fort, rappelez-vous, à la chanson avec le roi des gobelins, avec cric, crac, smash, etc. Vous rappelez ces sortes d'onomatopées, etc. Avec le bruit, genre des fouets des gobelins, en fait, c'est comme si les mots composés de monosyllabes, ça rappelle vraiment le poème des Gobelins. Et cette similitude ici, elle souligne aussi clairement l'énorme différence entre les 2 chansons et surtout leurs interprètes. On est bien d'accord que c'est bien différent. Je remets, attendez, la musique. Voilà. Tandis que les gobelins, ils chantent toujours pour savourer leur acte de violence. Vous avez l'habitude, hein, leur cruauté. Les elfes ici expriment une certaine joie pour le travail qu'ils accomplissent, même si c'est un petit travail subalterne. Et c'est comme les elfes de Foncombe, finalement. Les elfes des bois interagissent avec leur monde par le chant et le rire, en prenant plaisir à ce qui les entoure. Mais comment on peut concilier alors cette image des elfes qui sont opposés aux gobelins et ennemis des araignées
alors que ils emprisonnent les nains. Tolkien traite avec une grande délicatesse les interactions entre les elfes et les nains ici. Le narrateur commence par donner un aperçu des relations entre elfes et nains, expliquant les griefs qui opposent leur peuple et présentant soigneusement les deux côtés de l'histoire. Le narrateur nous montre l'interrogatoire de Thorin par le roi des elfes, nous permettant ainsi de voir les deux côtés d'une médaille. Du point de vue du roi des elfes, ce qui se passe, c'est que les elfes étaient en train de festoyer dans la forêt lorsqu'ils sont attaqués à 3 reprises par une bande de nains désespérés et vagabonds. Et puisqu'il y a des griefs entre les deux races depuis des millénaires, ils se retrouvent confrontés à un nombre inconnu de nains qui ont tenté de leur tendre une sorte d'embuscade, alors que les elfes étaient désarmés et sans surveillance, puisqu'ils étaient dans la forêt au chapitre précédent, tranquillement en train de festoyer. Et surtout, quand le roi des elfes les capture, on refuse de lui expliquer pourquoi les nains sont venus et ce qu'ils comptaient faire. C'est très suspect pour les elfes. Surtout si on considère le souvenir de cette ancienne guerre, en fait, qui vit une armée de nains envahir le royaume forestier d'un grand seigneur elfe. En fait, le roi des elfes, sur le coup, est vraiment prudent. Et c'est totalement raisonnable. Et en même temps, l'indignation de Thorin, elle est totalement compréhensible. Bon, désolé, hein, je dis Thorin, bref, ça, vous comprenez, c'est les culs de chienne. Lui et ses compagnons, donc les nains, traversent la forêt pour leurs propres affaires, sans vouloir déranger en fait, que ce soit les gobelins, démons brumeux ou les elfes en fait. Alors qu'ils étaient en train de frôler la mort par la faim, ils vont courir vers un festin elfique pour justement demander de la nourriture. Et en guise de réponse, qu'est-ce qui se passe? Thorin est plongé dans un sommeil enchanté, ligoté, et il arrive devant le roi des elfes, quoi. Comme prisonnier. Thorin sait qu'il est innocent, et même une personne moins digne et susceptible que Thorin pourrait éprouver une certaine indignation face à un traitement qui est plutôt indigne. Donc en fait, les deux côtés, comme on dit, hein, les revers de la médaille, c'est totalement ça. Voilà. On retrouve le même schéma lorsque Balin et les autres nains sont emmenés devant le roi. Balin, presque mort de faim, perdu, découvre soudain qu'il semble avoir été arrêté et traduit en justice en fait. Il demande avec exaspération, il dit... Attendez, je vais vous retrouver exactement le passage. Que dit Balin, il dit « Qu'avons-nous fait, ô roi ?» dit Balin à présent, le plus âgé d'entre eux. « Est-ce un crime que d'être perdu dans la forêt, affamé et assoiffé, pris au piège par les araignées? Sont-elles pour vous des bêtes apprivoisées, des animaux de compagnie, puisque le fait de les tuer semble vous fâcher ?» Voilà, donc on est vraiment là sur le roi elfe qui était déjà tendu par la situation d'une sorte de conspiration naine, est offensé par cette remarque de la part de Balin et les condamne en fait à la prison jusqu'à ce qu'il fasse la lumière sur la situation. C'est, on vient vraiment limite de l'insulter là. Merci Balin pour ça. Donc en fait, et les nains et les elfes ont tous les deux le sentiment d'être blessés et insultés. Et on comprend la tension entre les deux camps et pourtant en fait on sympathise autant avec les elfes que les nains. Les elfes, ce ne sont pas simplement un ennemi parmi d'autres que les nains doivent échapper ici. Ici, on n'est pas vraiment incité à penser du mal de l'un ou de l'autre camp, mais plutôt à percevoir que les deux groupes pourraient être amis en fait, et que leur conflit repose sur un malentendu qui est tragique, et surtout alimenté par l'orgueil de chacun. Parce que ce soit Thorin ou que ce soit le roi des elfes Thranduil, l'orgueil est très fort.
Dans cette rencontre, Tolkien a posé les bases de la confrontation qui aura lieu à l'extérieur de la montagne solitaire, plusieurs chapitres plus loin, où une fois encore, on va sympathiser avec les deux camps dans le malheureux conflit qui va y éclater. Voilà. Hop. Coucou Olivarius. Alors là, on va parler un petit peu plus de notre ami Bilbo, qui est essentiel dans ce chapitre. La relation de Bilbo a vraiment changé au chapitre 9. La relation de Bilbo avec les nains. Rappelez-vous, premier chapitre, on avait vraiment les nains et surtout Glóin qui disait « Pensez-vous qu'il fera l'affaire ?» Rappelez-vous, hein, c'est vraiment la phrase qui déclenche chez Bilbo son envie de prouver que cette férocité là, on est vraiment là sur un scepticisme qui continue quand même petit à petit. Et c'est qu'après la fuite de Bilbo dans les monts brumeux avec le passage avec le gobelin, et puis finalement, vous savez, il apparaît comme ça au début du chapitre 6, que là il commence à le considérer avec une sorte de nouveau respect. Mais encore après ça, il le considérait comme un petit fardeau hein, quand même. Hein. Voilà. Notamment Dori qui dira cette phrase « Je ne peux pas toujours porter des cambrioleurs sur mon dos ». Ils finissent par accepter Bilbo, mais ils se comportent pas toujours super bien avec lui. Et l'estime à son égard reste quand même limitée. Néanmoins, on a vu au chapitre précédent le changement. Le moment où Bilbo réussit l'attaque sur la colonie des araignées et ça modifie définitivement la situation. Et là, les nains changent radicalement leur opinion. Une fois échappés aux araignées, les nains réalisent pleinement qu'ils seraient tous morts sans le hobbit. On a vu que la salutation naine habituelle consiste à se mettre au service de la personne à qui l'on est présenté. Les nains ont désormais, en fait, là, une dette. Ils ont contracté littéralement une dette réelle et indéniable ici envers Bilbo. Les nains remercient justement Bilbo à maintes reprises et plusieurs d'entre eux, ceux qui peuvent se tenir debout, se lèvent et s'inclinent jusqu'à terre devant lui. C'est une révérence élaborée, c'est comme une réintroduction à Bilbo. Une nouvelle rencontre sur un pied d'égalité cette fois-ci, tout comme Balin au début du chapitre 6, qui lui avait redit bonjour, qui s'était représenté à lui, à votre service. Et on a vraiment ça. Donc, Bilbo ne sera plus jamais aux yeux des nains simplement le petit bonhomme qui s'agite et qui souffle sur le tapis. En fait, les nains maintenant considèrent Bilbo non seulement comme un égal, mais en fait comme une sorte de chef. Une fois remis de l'épreuve et prêt à s'interroger sur la suite des événements, c'est du petit Bilbo qu'il semblait s'attendre à obtenir les réponses. Là, dans la forêt, les nains, ils sont étourdis, épuisés, ils éprouvent un profond respect pour Bilbo, et le narrateur nous dit qu'il s'attendait vraiment à ce qu'il imagine un plan merveilleux pour les aider, mais il ne se contentait pas de grommeler. À son départ, Gandalf dit à Bilbo, en riant, « Tu dois t'occuper de tous ces nains pour moi. » Et encore une fois, Gandalf dit vrai. Et les nains, cette fois-ci, ont une excellente raison de se tourner vers Bilbo pour les guider. On a son intelligence et son courage qui sont mis en œuvre à parts égales et qui lui permettent de libérer les nains des toiles d'araignée. Il a le culot d'entreprendre le sauvetage, mais aussi l'ingéniosité nécessaire pour mener à bien ce sauvetage. Mais il fait aussi preuve d'une présence d'esprit pour élaborer de nouveaux plans, les communiquer aux nains et les mettre à exécution même en plein combat. En fait,
Bilbo consolide en plus tout ça en n'hésitant pas à voir des actes, comme on dit, d'abnégation. Il veut bien même se mettre en danger pour sauver la vie de ses amis. On a vraiment un esprit de sacrifice chez Bilbo qui le met au rang de héros. C'est vraiment des actes héroïques. Voilà. Son plan pour sauver les nains est d'éloigner les araignées s'il le peut, retournant leur rage contre lui plutôt que ses amis. Vraiment, on a vraiment, en fait, là, un acte incroyable où Bilbo réussit à piquer les araignées. Et là, le narrateur dit « et il l'a fait ». Finalement, les nains font bien de faire confiance à Bilbo. Bilbo est vraiment au rang de héros. Et finalement, la dépendance des nains envers Bilbo ici ne résulte pas uniquement de l'absence de Thorin dans ce cas-ci pour ce passage-là, mais le fait que Bilbo... En fait, les nains vont se tourner naturellement vers Bilbo pour obtenir le commandement avant même de réaliser que Thorin a disparu. De plus, les nouvelles responsabilités de Bilbo ne s'atténuent pas une fois que Thorin est retrouvé. Dans la prison des elfes, Thorin affirme son autorité dans le message qu'il fait transmettre. Thorin assume son autorité dans le message qu'il fait transmettre à Bilbo aux autres nains, leur ordonnant d'attendre les ordres de Thorin, leur chef. Mais le plan de Thorin, c'est simplement d'attendre que l'incroyable Monsieur Bessac invisible trouve une idée astucieuse. Donc en fait, Thorin, il est en mode, vous suivez Bilbo. Donc vraiment, il délègue à fond. Et finalement, l'initiative de Bilbo reçoit également l'aval d'une autorité encore plus grande. Et vous le savez tous, puisqu'on en a parlé déjà la fois dernière, encore une fois, c'est la chance qui guide tout leur voyage. Bilbo voit le chef des gardes qui part boire avec son ami et il comprend que la chance était avec lui. Le narrateur insiste presque immédiatement sur ce point, soulignant qu'une chance inhabituelle était avec Bilbo. Tandis que les deux elfes vont boire et perdre connaissance. Et une fois de plus, on retrouve ce schéma qui a commencé à se dessiner, chapitre 8. Cette chance singulière de Bilbo qui lui ouvre la voie. Mais il doit quand même faire preuve de son ingéniosité et de son courage pour pouvoir profiter correctement de l'opportunité, cette chance qui s'offre à lui. Il doit faire un plan et le mener à bien. Bilbo n'est pas bénéficiaire passif de la bonne fortune, qui mène vers une vie incroyable et tout est bien qui finit bien. Non, en fait, comme Bilbo le réalise lui-même, si ses amis doivent être libérés du cachot, cela devra être fait par Bilbo, seul et sans aide. Après s'être imposé comme une sorte de guerrier et de héros lors de son combat contre les araignées, Bilbo s'affirme ici comme un cambrioleur. L'étiquette de cambrioleur, c'était pas... Tout le monde était sceptique. Mais là, dans le fait de faire s'échapper les nains des geôles, c'est les talents de cambrioleur qui sont mis en avant. Et donc Bilbo met hors de doute ses capacités de cambrioleur. Voler les clés du garde à sa ceinture, ouvrir silencieusement les cellules de tous les compagnons, puis remettre les clés à la ceinture du garde. Tout ça, c'est comme un cambrioleur professionnel. Et Thorin fera la réflexion. Gandalf a dit vrai, comme d'habitude. On dirait que tu es un excellent cambrioleur quand le moment est venu. En fait, durant les semaines qu'il passe dans les couloirs des elfes sylvains, rappelez-vous, ça prend 2 semaines, Bilbo devient cambrioleur professionnel à plus d'un titre. Il ne se contente pas d'apporter aux nains son assistance de professionnel, comme le lui demande la lettre officielle que Thorin avait laissée sur la cheminée à cul-de-sac. En fait, là, il gagne également sa vie en cambriolant au quotidien. Parce que dans les cavernes elfes, vous imaginez si le hobbit reste pendant 14 jours, il doit bien se nourrir, etc.
il met en fait à profit son anneau qui est invisible, qui le rend invisible, hein, son anneau d'invisibilité, mais aussi son talent de la furtivité pour gagner sa vie en volant de la nourriture dans les réserves ou sur les tables quand personne n'est à proximité. Les cambriolages deviennent quasiment désinvoltes et comme on le voit, alors qu'il s'éloigne furtivement des tonneaux sur la rivière pour trouver de la nourriture, vraiment, en fait, il n'hésite même plus à aller chercher un souper sans y être invité. Bilbo est devenu un cambrioleur de subsistance, mais fort, quoi. Et on pourrait penser que Bilbo serait satisfait de ses exploits. Et on sait que Bilbo se soucie quand même beaucoup de ce que les nains pensent de lui. Notamment parce qu'il s'offusque dès le premier chapitre, lorsque Glowin sous-entend qu'il est plus épicier que cambrioleur. Voilà. On pourrait donc raisonnablement s'attendre à ce qu'au chapitre 9, lorsque ses exploits de cambrioleur lui auront assuré le rang de cambrioleur limite de première classe et légendaire, il se sentirait très satisfait de la trajectoire de sa carrière. Et au contraire, en fait, on découvre qu'il aime pas ça du tout, en fait. Sa vie de cambrioleur de subsistance, pour lui, elle est pas glorieuse du tout. Il est misérable. Il est tout seul, caché. Il ose pas retirer sa bague, osant à peine dormir. Au lieu d'être satisfait, il se sent vraiment piégé en se disant « Je suis comme un cambrioleur qui ne peut s'échapper, mais qui doit continuer à cambrioler misérablement la même maison jour après jour. » Donc la perspective de devoir rester indéfiniment dans les grottes lui semble un destin, mais terrible. Alors que les elfes jettent les tonneaux remplis de nains dans la rivière, il redoute d'être complètement abandonné et de devoir rester tapi dans les grottes des elfes pour toujours. Ceci, conclut Bilbo, est la partie la plus lugubre et la plus ennuyeuse de toute cette aventure misérable, fastidieuse et inconfortable. Et bonjour Tinitouanou. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et sans surprise, finalement, cette pensée le ramène à son refuge préféré. Ah, si seulement je retournais dans mon trou de hobbit, au coin du feu, la lampe allumée. On le sait, à travers déjà les différents chapitres, c'est un souhait que Bilbo mentionne, généralement lorsqu'il est perdu, affamé ou en grand danger. Ce n'est cependant pas le désir d'échapper au danger qui le pousse à souhaiter de rentrer chez lui cette fois. En fait, Bilbo a désormais connu l'aventure et est devenu un cambrioleur accompli. Il s'est acclimaté à ce monde aventuré et imprévisible qui s'est infiltré dans son salon et qui a transformé sa vie. Ici, le désir qu'il a pour rentrer à cul-de-sac, on peut voir l'expression de sa simple préférence là, pour son ancien mode de vie plutôt que le nouveau. Il reste toujours profondément un bessac dans sa perspective. Alors que Bilbo préfère son ancienne vie tranquille, ne signifie pas qu'il n'a pas changé. On a des souvenirs mélancoliques ici de sa lointaine demeure, du confort de son ancienne vie, qui sont nourris par ses expériences de son côté touk. Rappelez-vous, hein, Bilbo, il est moitié bessac, moitié touk, côté très rangé dans son petit trou, vie confortable, et l'autre côté aventurieux. Le moment le plus révélateur est celui où il vole son dîner parmi les maisons des elfes au bord de la rivière, où l'on nous dit qu'il savait désormais trop bien ce que c'était que d'avoir vraiment faim, et non pas seulement de s'intéresser poliment aux friandises d'un garde-manger bien garni. En fait, l'aventure de Bilbo lui a appris pour la première fois de sa vie bien remplie et confortable ce que c'est que de se priver de nourriture pendant des jours, d'être à deux doigts d'une mort terrible. Et cette expérience, ça lui a donné une toute nouvelle appréciation de la vie qu'il avait menée sans vraiment la valoriser. Et son désir de retourner chez lui dans son petit trou de hobbit, c'est pas ici une évasion, une tentative d'éviter ou de nier la réalité qui l'entoure. Aujourd'hui, c'est vraiment reconnaître cul-de-sac pour ce qu'il est réellement. Son paradis de chaleur, de lumière, de repos, de paix, de satisfaction. Sa nature de saquet ou bessac
nourri et aguerri par les expériences d'aventure du côté Touk, a gagné en fait en acuité, en maturité et en conscience de soi. Tandis que les elfes jettent les tonneaux dans la rivière et que Bilbo s'apprête à sauter dans l'eau glacée pour sortir des cavernes du roi des elfes, les elfes des bois vont chanter un chant de bénédiction sur les tonneaux qui s'en vont. Ils ignorent, bien sûr, qu'ils ont un public en fait, qui les écoute, pour leur chant en tout cas. Et Bilbo sait qu'ils ne chantent pas pour lui, et il n'y prête probablement pas attention, vu le stress de la situation. Néanmoins, le chant des elfes s'avère quand même très pertinent pour les êtres sensibles qui écoutent correctement. Alors la chanson commence en accompagnant les barils dans leur voyage. Je vais vous lire donc, je vous montre, le poème fait quand même tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je vous lis la première partie. Par la rivière au vif courant, rejoignez vos terres d'antan. Laissez derrière les cavernes et la colline grise et terne, où la forêt verte toiture tisse sa vaste trame obscure. Alors, qu'est-ce que pourraient faire les tonneaux avec ça? Mais finalement, on entend... En fait, si les nains entendaient ça, ils se diraient on quitte les salles, les cavernes, où ils étaient enfermés sans espoir de libération. Et en fait, on quitte la forêt qui est obscure, avec, comment ils disent déjà, avec sa vaste trame obscure. En fait, c'est le but des nains. En fait, par une étrange ironie, les elfes des bois deviennent eux-mêmes, si vous voulez, les premiers héros inconscients de la fin du voyage de Thorin et du retour du roi sous la montagne. Avec une chanson pour sorte de bénir les tonneaux, quoi. Et la chanson suit ensuite la progression des barils en disant « Quittez ces ombres oppressantes, goûtez la brise caressante, passez les joncs et les quenouilles, le marécage et ses grenouilles. Quand la nuit, tel un voile blanc, le brouillard surgit de l'étang. Suivez les astres dans les cieux, imitez leurs bonds capricieux. Virez aux lueurs de l'aurore sur les eaux rapides sonores. » Je ne sais pas si vous vous rappelez du chant du vent des nains au chapitre 7. Là, on a encore un rappel avec ce vent, avec goûter la brise caressante, en fait, qui les accompagne là, dans leur voyage. On n'a pas un rugissement, une rafale comme chez les nains. Ici, on a une petite brise murmurante qui suit le même chemin. Parce que le chant des nains au chapitre 7, c'était comme si le vent qui allait aller jusqu'à la montagne solitaire. Et là, en fait, c'est une brise murmurante qui les accompagne encore dans ce voyage. Et plus remarquable encore ici, les tonneaux reçoivent le conseil de suivre les étoiles qui bondissent. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. C'est les étoiles, imiter leurs bonds capricieux, virer aux lueurs de l'aurore sur les eaux rapides sonores. Il est peu probable que les tonneaux suivent ces instructions, hein, quand même, au sens littéral. Mais ça rappelle un peu ce vent céleste qui était, si vous voulez, on se rappelle qui était lié aussi au ciel et des constellations et à la lune, en fait. Tout ça, en fait, ramène au texte des nains, à leur chanson du vent. Et les elfes sont sans doute simplement très enjoués, mais les paroles résonnent. Les tonneaux et les nains qu'ils contiennent ne s'élèveront pas littéralement vers les cieux, on est bien d'accord. Mais il se peut qu'ils soient emportés par le vent céleste qui amène les nains tout doucement vers Bourlac, Lacville, Esgaroth, et bientôt attisera la fumée qui s'élève du repaire du dragon. Et puis, on a la fin de la chanson qui nous dit
Là, cap au sud toujours, cherchez le soleil et le jour, regagnez les grandes prairies où le bœuf cornu se nourrit, regagnez l'éclatant verger, ses fruits de rayons immergés sous le soleil et sous le jour, oui, cap au sud toujours, par la rivière au vif courant, rejoignez vos terres d'antan. Et là, en fait, on a un retour différent, un retour aux terres de paix et d'abondance. C'est un monde civilisé, une terre de pâturage, de jardins, une terre qui est baignée de soleil, sans doute avec des fleurs dans l'herbe. Et les elfes, bien sûr, pensent à la terre en disant au sud, les régions d'où proviennent notamment leurs vins. Mais si Bilbo y prêtait attention, en fait, on pourrait presque imaginer que ça ressemble à son propre pays, loin dans l'ouest civilisé, de l'autre côté de la nature. Parce que le refrain répète « Retour aux terres que vous avez connues autrefois ». Et là, on est quand même sur un texte qui s'appelle « Aller et retour ». En fait, les conseils prodigués par les elfes automnaux sont aussi involontairement pertinents pour Bilbo que les premiers l'étaient pour les nains. Et lorsqu'une noble nouvelle se lèvera sur le pays vers lequel il voyage, il se tournera effectivement vers les jardins des collines et cherchera aussi la lumière du soleil. Alors, comme Bilbo l'a de nouveau compris au cours de sa misérable mission de cambrioleur à temps plein, ici dans les salles du roi des elfes, il ne désire rien d'autre que de retourner sur les terres qu'il a connues autrefois. Et les nains approchent peut-être du terme de leur voyage, mais Bilbo, lui, il a encore un long chemin à parcourir avant de parvenir à sa destination. Et voilà, je vous avais dit que c'était un plus petit chapitre. La suite, lundi. La suite lundi. Pour le chapitre 10. Voilà. Chapitre 10. Qui s'appelle un chaleureux accueil. Voilà. Le chapitre est vraiment pas très long non plus. Voilà.